Tout d'abord, merci de m'avoir invité dans ce lieu, dans cet endroit. J'ai lu beaucoup de choses sur la Fondation, j'ai beaucoup apprécié un certain nombre de travaux et je suis très heureuse d'être aujourd'hui parmi des personnes que j'apprécie et que j'estime. Dommage quand même que je sois la seule femme. Ça fait beaucoup de pression. Bon, c'est un petit peu, pour moi, difficile de répondre à la question. Je vais essayer d'être studieuse aussi. Il y a beaucoup de choses qui ont été dites et que je partage. Pour ma part, dans ma perspective, dans la perspective de recherche que j'ai privilégiée jusqu'ici, plus qu'un concept, pour moi, c'est une doxa, une idéologie, un récit. Et c'est vrai que le Maroc, à la fin des années 90, il y a eu une convergence d'acteurs, de chercheurs, qui ont contribué à diffuser cette doxa. Et je pense que la Fondation Abdelrahim Bouabeid a joué également son rôle là-dedans. Et donc c'est de ce point de vue que ce concept m'intéresse. Comment nommer ce qui s'est passé au Maroc? Faut-il le nommer? Déjà, parce que c'est vrai, je rejoins ce qui a été dit, il y a énormément de transformations, mais ça, bon, c'est une banalité, quoi. Bon, tout l'enjeu, c'est de souligner que ces transformations sont très complexes, en effet, qu'elles sont multifactorielles, qu'on ne peut pas les anticiper en amont, parce que là aussi, ça dépend un petit peu de l'épistémologie qu'on mobilise. Est-ce qu'on croit que le changement survient comme une convergence d'une constellation de facteurs qui vont se croiser, que si on avait un grand ordinateur, ben, on pourrait rentrer les données et prédire les résultats? Il y a ceux qui le pensent, hein, donc il y a des fondations, il y a des équipes de recherche qui font plein d'analyses régressives, il y a des gros programmes aux États-Unis. Et d'ailleurs, dans le sillage de ce qui a été appelé le printemps arabe, il y a eu énormément de travaux là-dessus. Donc, histoire d'expliquer qu'est-ce qui fait qu'il y a eu révolution dans un cas, pas dans l'autre, etc. Donc là, il y a l'idée que quelque part, tout se joue en amont, qu'il n'y a qu'à avoir les capacités de rentrer dans l'ordinateur un ensemble de données et puis qu'on va avoir le résultat. Ça peut changer, ça ne peut pas changer, il y a obstacle. Mais il y a une autre approche épistémologique de la causalité qui est plutôt la mienne. C'est qu'en effet, un parcours, une trajectoire d'un pays comme celui du Maroc, et elle s'inscrit dans une historicité très complexe. Donc, mais cela ne veut pas dire pour autant qu'on a une sorte de dépendance au sentier, voilà, que tout a été joué à un moment donné et que forcément après tout n'est que éternel recommencement ou non commencement. Et donc ce qui laisse place au surgissement finalement de bifurcations possibles qu'on ne peut pas anticiper. Et c'est-à-dire qu'il y a des choses qui surviennent dans le feu de l'action et que les acteurs ne peuvent pas anticiper. Donc de ce point de vue, pour moi c'est très important parce que contrairement à ce que mes collègues ont dit jusqu'ici, donc où on réfléchit en termes de transformation, une grande partie de la littérature, le cas marocain est surtout appréhendé comme un cas de tout change pour ne rien changer. C'est-à-dire un éternel recommencement, l'idée que finalement le Maroc c'est soit une exception, soit une aberration, soit en gros que tout a été mis en place presque sous forme d'un génie manipulatoire et que les institutions qui ont été mises en place pour préserver la survie du régime le préservent
de tout soubresaut. Donc il y a un nombre de travaux qui vont dans cette veine, à savoir que rien ne peut, quelle que soit l'approche théorique, c'est-à-dire que l'on remonte à la fameuse citation de Waterbury, donc qu'en gros la situation de tension et de crise, c'est la situation classique dans un pays comme le Maroc, ou que l'on soit dans des approches néo-institutionnalistes, selon lesquelles un type de formule, comme la formule marocaine, c'est-à-dire la création d'institutions pour favoriser la mise en place de politiques de concession, la cooptation d'élites, l'écoute des masses, tout ça, eh bien, ça entrave toute rupture possible. Pour ma part, je ne suis pas d'accord avec ces approches. C'est-à-dire, à l'inverse de tous les travaux, enfin d'une grande partie des travaux qui ont décidé, qui ont renforcé le récit de l'exceptionnalité marocaine, c'est-à-dire qu'il y aurait toute aspiration révolutionnaire qui serait enterrée à tout jamais, eh bien, je suis absolument pas d'accord. Pour moi, il n'y a pas d'exception marocaine, et comme la plupart des collègues qui sont exprimés, je ne pense absolument pas que tout change pour ne rien changer. Je pense qu'il y a des transformations, y compris politiques, et qui ne pouvaient pas être anticipées par les acteurs en présence. Et justement, le processus de pluralisation qui a eu lieu à partir de la fin des années 90, il est très important pour moi de rappeler que c'est trop rapide de dire que ce processus de pluralisation est sous contrôle. C'est parce qu'il est irréductible aux intentionnalités des protagonistes qui sont en présence. Et dans les faits, on observe une pluralisation des scènes partisanes, oui, associatives, syndicales, protestataires. Il y a un trop-plein d'acteurs, mais ce trop-plein d'acteurs, si selon certaines approches théoriques, ça fragmente la scène, les scènes de contestation, et ça empêche finalement une coalition large, les coalitions larges qui sont indispensables pour toute rupture, pour toute transformation profonde d'un régime politique, eh bien, il me semble, mon hypothèse, c'est que il y a quelque chose de fondamental qui s'est joué, c'est que si on pouvait, et encore, lire ce qui se passait au Maroc dans le cadre d'un face-à-face monarchie-élite, bon, je ne pense pas que c'est possible de lire ça sur tout au long de l'histoire, il me semble qu'aujourd'hui, c'est encore moins possible que jamais. C'est-à-dire, ce qui est intéressant par rapport à ce qu'on voit, c'est qu'aujourd'hui, la politique nationale, ce n'est plus dans la politique officielle. La politique nationale, pour moi, aujourd'hui, elle s'invente dans les marges. Qu'est-ce que j'entends par politique nationale? Je reprends un petit peu j'emprunte un petit peu à l'historien, socio-historien Charles Tilly, c'est-à-dire une politique nationale, bon, dans la trajectoire européenne ou américaine, c'est cette création d'un champ politique plus ou moins autonome, qui a ses professionnels, qui se spécialisent, mais aussi où la protestation tend à s'autonomiser de la vie quotidienne, des rituels de la vie quotidienne. Qu'on a aussi une protestation qui s'autonomise des élites locales, où le répertoire protestataire n'est plus patronné, il n'est plus local. On a quelque chose de beaucoup plus national,
et de beaucoup plus intérioriser, c'est-à-dire des modes d'action, même s'il y a de l'innovation, qu'on va retrouver ici et là. C'est-à-dire en gros ce qu'on a pu voir dans les mobilisations de Rif, ou ce qu'on peut voir à Zagora ou Jdida ou dans des douars à Innsbruck ou ailleurs, c'est cette intériorisation, cet apprentissage de modes de protestation qui tendent à se nationaliser. Et je suis tout à fait d'accord avec ce qui a été dit ici et là, c'est que ces apprentissages, ces démocratisations des esprits ou cette démocratisation protestataire, elle va à l'encontre d'un certain nombre de lectures qu'on a eues jusqu'ici, selon lesquelles, si on a une rupture entre les gouvernants et les gouvernants, c'est forcément une apolitisation. Or là, non, on a réellement, c'est probant, une rupture entre gouvernants et gouvernés, mais en même temps, on a une densification, une extension de l'arène protestataire. Et je dirais même avec quelque chose de très, c'est une hypothèse, il y a même une dimension d'homogénéisation. Pourquoi ce point est important? C'est parce que, excusez-moi de revenir en arrière, là aussi, si on prend certaines approches institutionnalistes de la démocratisation, eh bien, un pays comme le Maroc, qui a une périphérie fragmentée, donc ce serait un obstacle pour la construction d'un clivage central, enfin d'un clivage au sein de la société, entre d'une part un centre et une périphérie. Et c'est vrai que si on voit le lendemain de l'indépendance, on a des signes d'une fragmentation des périphéries, entre les différents types de protestations qu'on pouvait avoir, que ce soit dans le nord, en différentes périphéries. Donc il y avait une réelle fragmentation, qui a été travaillée par ailleurs par le pouvoir en place pour se consolider. Or, aujourd'hui, il me semble qu'on est en lien avec des transformations qui ont été évoquées, qu'on a malgré tout une forme d'homogénéisation sur le plan protestataire. C'est-à-dire qu'on a des temps nationaux et des modes d'action nationaux. Même quelqu'un qui n'est pas alphabétisé, il a intégré ce registre normatif des droits humains, de la justice, et il y a un détournement de tous ces registres parce que c'est devenu une idéologie dominante. Donc il y a peut-être cooptation d'élites qui étaient porteurs d'un discours, de normes, de valeurs, mais en même temps, cette intégration dans le discours dominant a permis, c'est ma lecture, de diffuser ce registre de la pratique du droit, etc. Et en plus, ce qui est intéressant, c'est que on arrive à un moment où on voit par exemple tout ce qui a été mis en œuvre intentionnellement pour freiner des urnes, qu'on n'ait pas des urnes débridées, tout ce qui a été coproduit, pas simplement par le palais, mais par les acteurs qui participent et qui ont intérêt à ce jeu. Eh bien, ou alors l'INDH, que tu évoquais tout à l'heure, il y avait peut-être des intentionnalités derrière, mais il me semble que ça a favorisé aussi la diffusion d'un certain nombre de registres et surtout la constitution de réseaux. C'est-à-dire, bon voilà, je voyais par exemple un doigt où il y a eu une expropriation, j'ai fait une petite enquête dernièrement juste de loin, en regardant les vidéos des mobilisations, j'avais vraiment le sentiment qu'il y avait des acteurs associatifs syndiqués qui étaient derrière, en voyant les slogans, les discours, le langage. Et donc, j'avais discuté avec ceux qui, soi-disant, étaient très présents là-bas, des gens de la MDH, qui m'ont dit, mais je vous assure qu'on n'a rien à voir avec eux. En fait, ils se sont autonomisés, ils se sont constitués en groupe eux-mêmes. Et donc,
en gros, si des acteurs comme les partis politiques ou les syndicats ne sont plus en mesure d'avoir un capital collectif qui les autonomise, parce que quelque part dans le jeu politique actuel, c'est pas dans leurs intérêts, parce que quand on a une base, c'est contraignant. Avoir des militants, c'est contraignant. Avoir une base, c'est contraignant. Or, être dans des logiques plutôt cooptatives et de ce type de collusion, eh bien, on n'a pas intérêt, on n'a pas besoin d'avoir un gros capital collectif. On n'a pas besoin d'avoir une grande marque idéologique comme le Stiqlal de l'indépendance ou l'Ittihad al-Ishtiraki d'avant ou le PJD au début. Cette marque, elle est plus une contrainte. Et il n'y a pas une autonomie non plus. En revanche, il me semble aujourd'hui qu'on commence à avoir par le bas des capitaux collectifs qui se constituent. Et on le voit, on les voit se manifester même pendant les élections. Dans le cas que tu abordes aussi sur les pressions pour la gestion du froid. Donc, il me semble que ça mobilise des acteurs qui aujourd'hui, qui bénéficient d'une sorte d'empowerment. Donc, qui sont capables de se coordonner, de s'organiser et d'inscrire leur lutte dans la durée. Et qui ont intériorisé un certain nombre de pratiques. Et c'est là, pour moi, ce qui est compliqué. C'est qu'avant, on pouvait dire, comme Carothers, que le Maroc, c'est un régime de la zone grise. Donc, un autoritarisme à pouvoir dominant, c'est-à-dire qu'il y a des domaines réservés, il y a un pouvoir qui met sous tutelle les autres acteurs et qui ne rend pas compte, et qui n'est pas élu et qui ne rend pas de compte. Aujourd'hui, la question que je me pose, c'est dans quelle mesure est-ce qu'on n'est pas en train de passer vers un régime, un autoritarisme, ce qu'il appelle avec un pluralisme feckless, inefficient. C'est-à-dire où je me demande, mais là il faudrait des gens qui font des enquêtes de terrain dans des cercles auxquels je n'ai pas accès, dans quelle mesure est-ce qu'il n'y a pas une forme d'impuissance, y compris au sein de ce qu'on appelle les cercles du pouvoir. C'est-à-dire si avant on pouvait dire, ben voilà, le roi se déplace et il va régler le problème, il va le trancher, il a une capacité d'arbitrage ou une capacité exécutive pour trancher. Est-ce qu'aujourd'hui, toutes ces réformes mises en œuvre n'ont pas complexifié l'action publique à tel point qu'il est un petit peu délicat même de dire qu'un exécutif qu'on considère comme fort, est-ce qu'il est vraiment, est-ce qu'aujourd'hui il est à même, est-ce qu'il arrive avec cette complexification et cette pluralisation à gérer? C'est-à-dire, la question c'est cette pluralisation, cette complexification avec une bicéphalité de l'exécutif, avec ses frontières floues, avec des gouvernements hétéroclites. Certes, pendant longtemps, on avait l'idée que ça se faisait, ça permettait à la monarchie de trancher, mais aujourd'hui, est-ce que c'est toujours le cas? En fait, c'est une question que je vous pose, parce que je n'en sais rien. Mais disons que s'il faut nommer, je dirais qu'on est pluralisme à pouvoir dominant, mais de plus en plus inefficient. Et je m'arrêterai là. Merci Mounia. Simoniste.